Et infirmière, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un métier que ma mère aimait particulièrement, donc je voulais lui faire plaisir. Mais c'est vrai que c'était pas évident, du fait pas juste de l'asthme, mais j'avais d'autres maladies à côté. Et donc c'était à l'école, je m'accrochais. C'était pas évident, donc souvent je passais pour la mauvaise élève, sauf qu'en fait je travaillais véritablement, mais je n'arrivais pas à l'école parce que j'avais d'autres soucis qui étaient mes problèmes de santé. Et donc ce changement-là, je l'ai pas tout de suite perçu et vu. Et c'est une professeure à moi qui m'a dit, mais Princia, t'as de super notes et tout, qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc moi, je savais pas trop. Juste pour revenir au début, donc je comprends bien, jusqu'au collège, tu t'identifiais comme une élève en difficulté et ton entourage, notamment ta mère et peut-être les professeurs, te voyaient comme tel. Ensuite, il y a eu un changement d'identité que les professeurs ont vu avant même que toi-même puisses. Je le remarque, tu devrais faire une classe prépa. Elle me dit ça 2 jours avant la fin d'APB, qui est devenu Parcoursup. Ouais. Donc je me dis, fais-moi confiance, tu vas trop aimer, tu vas adorer, c'est génial, etc. Bon, c'était pas... Moi, tu me parles pas d'âge. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission On me parle pas d'âge. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Luc avec nous et on va interviewer puis discuter avec Princia. Donc, merci d'être là. Bonjour. Merci à vous. Merci à toi, Pierre. Donc, peut-être, Luc, je te laisse commencer les questions. Moi, ma première question, c'était quoi ton ambition à 16 ans? Alors, moi, à 16 ans, je voulais être une star et infirmière. Okay. Voilà. Ok. Et quel âge as-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, j'ai 26 ans et je suis fière de le dire parce que j'ai dépassé le cap des fameuses 25 ans. Et ce que je fais à côté, donc je suis chef d'entreprise, j'ai monté ma société qui s'appelle EM Recrutement. Donc c'est une agence qui aide les étudiants et les jeunes diplômés à se former par rapport aux techniques de recrutement et aussi à les placer en entreprise, dans tout type d'entreprise, grande entreprise, PME, start-up. Ok, top. Okay. Et première question un peu style Combini. Donc t'es plutôt café ou thé? Je suis plutôt thé. Ok. Tu préfères l'Italie ou les États-Unis? États-Unis. Ok. Tu préfères plutôt l'entrepreneuriat type infopreneur ou plutôt, par exemple, ceux qui vont faire, qui seront dans la restauration ou tout ce qui est boulanger? Restauration, boulangerie. Ok. T'es plutôt lasagne ou pâtes? Lasagne. Ok. Et dernière question, tu es plutôt Martin Luther King ou Nelson Mandela? Martin Luther King. Ok. Bon, on va débuter l'interview. Et donc, tu expliquais que ton ambition, c'était d'être star ou tu avais dit infirmière. Ouais, c'est ça. Pourquoi ces deux ambitions? Bon, star, c'était tout simplement pour être connu. Enfin, les paillettes, etc., qu'on est jeune, qu'on a 16 ans, en tout cas, moi, ça me faisait rêver d'être connu, etc. Et infirmière, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un métier que ma mère aimait particulièrement, donc je voulais lui faire plaisir. Ok, c'est intéressant. Tu avais un domaine quand tu entendais star, tu spécialisais en mode chanteuse? Alors, pas du tout. Je me voyais juste sous le feu des projecteurs. C'est tout. Ah ouais. Peu importe la raison. Oui, non, c'est juste ça. Ok. Et du coup, tu as grandi où? Alors moi, j'ai grandi à Nevers. Donc c'est une petite ville. Bon, petite, des fois j'abuse. C'est une ville de taille moyenne en Bourgogne. D'accord. Donc j'ai passé là-bas de la primaire au lycée. Okay. Et petite précision que j'ai pas dit, mais moi je suis née au Congo. D'accord. Donc Congo-Kinshasa. Okay. Donc je suis arrivée en France, j'avais 3 ans. Okay. Voilà, donc je suis arrivée dans une encore plus petite ville que Nevers. Je me rappelle plus trop, donc c'est plus Nevers, la ville où j'ai grandi, quoi. Okay. Et peut-être quand tu étais à l'école, tu étais quel type d'élève? Est-ce que tu as toujours été une bonne élève ou est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très malade. Donc, j'avais beaucoup de grosses... Enfin, j'étais une asthmatique sévère. Okay. Et j'essayais, comme tous les enfants, de suivre en cours, etc. Mais c'est vrai que c'était pas évident, du fait pas juste de l'asthme, mais j'avais d'autres types de maladies à côté. Et donc, c'était à l'école, je m'accrochais, mais c'était pas évident. Donc, souvent, je passais pour la mauvaise élève, sauf qu'en fait, je travaillais véritablement, mais je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à l'école parce que j'avais d'autres soucis qui étaient mes problèmes de santé.
Ok. Ok, justement. Et arrivé au lycée, enfin, à cette époque, je pense que c'était un peu les filières SES. Oui, c'est ça. Oui, oui. Toi, tu étais quel type d'élève à ce niveau-là? Est-ce que tu étais dans une filière particulière ou t'étais... Alors moi, j'étais dans la filière des ES, Ouais. à Cal et sans choix. J'arrivais pas à me décider entre choisir S ou littéraire. Ouais. Et donc, bah, j'ai choisi ES. Je me suis dit, très bien, Ok. comme ça, j'ai tout. T'avais des matières qui te plaisaient particulièrement ou pas spécialement? Alors, en fait, ça dépendait des semestres. Il y avait des semestres où j'étais particulièrement forte en maths, etc. Et il y avait d'autres semestres où j'étais plus forte en français, anglais, etc. Donc, en fait, je trouvais que garder les deux, c'était mieux pour moi. Donc, t'aimais plus les matières en fonction des résultats, peut-être? C'est ça, Ouais, c'était que vraiment en tu fonction des résultats. Ok. Et t'avais pas d'idée de ce que tu voulais faire? Enfin, t'avais cette ambition de devenir soit star, soit infirmière, mais est-ce que arrivé à À un certain âge, un ouais. certain âge, enfin peut-être au niveau de la première ou de la terminale, lorsqu'il y avait des choix vers les études supérieures ou non, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as décidé à ce niveau-là? Bon, la phase star, infirmière, ça s'est tassé, hein, quand même, parce que si je voulais être infirmière, j'aurais fait des études d'infirmière. Mais du coup, je me suis pas orientée vers ça. J'ai eu comment dire ça? Une prise de conscience, je sais pas comment c'est arrivé. Donc c'est peu après que j'ai plus de problèmes de santé. Bah, donc j'ai commencé à travailler, etc. J'ai aussi eu un meilleur entourage, des amis qui étaient plus orientés, un peu plus l'école, etc., les résultats. Et ça fait que mine de rien, moi aussi, au niveau de mon parcours, contrairement à ce que je voulais faire à la base, je pense que je me orientais plutôt vers une filière professionnelle. Okay. Et j'ai changé du tout au tout. Donc je me suis retrouvée, j'étais dans les 5 derniers et je me suis retrouvée dans les 4 premiers au lycée. Et donc ce changement-là, je l'ai pas tout de suite perçu et vu. Et c'est une professeure à moi qui m'a dit mais Princia, t'as de super notes et tout, etc. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc ça commençait en seconde. Donc moi, je savais pas trop. Et elle me disait, tu devrais poursuivre en filière, en S, ES ou voilà. Moi, au début, je voulais partir en STMG. Je sais pas si En filière technologique. Oui, voilà, en filière technologique. Et elle m'a plutôt recommandé d'aller en ES. Moi, je pensais que j'avais pas le niveau. Elle m'a dit, mais si, t'as le niveau, tu fais partie des 5 premiers, des meilleurs élèves. Et j'étais là, ah bon? J'étais même pas. Non, j'étais pas au courant parce que j'avais pas l'habitude de cette situation-là. Ouais. Donc j'ai mis du temps à comprendre que en fait, ça avait changé. Et donc très vite, comme ça, il y a plusieurs professeurs qui sont mis à me conseiller, à me dire non, tu devrais faire une filière générale. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et ma mère, dans son grand étonnement, parce qu'elle a mis du temps à comprendre que sa fille faisait partie des bons élèves. Pendant longtemps, fallait tout le temps me mettre à des aides-devoirs, j'avais tout le temps des professeurs particuliers parce que je comprenais jamais rien, etc. Et ce changement-là, bizarrement, elle l'a vécu, dans l'étonnement total. Quand elle allait dans je me rappelle, dans des, comment on appelle, les réunions de parents-élèves, et qu'on lui faisait le bilan et qu'on lui disait, mais votre fille, super, très intelligente et tout. Elle me disait, mais est-ce que c'est vraiment de ma fille qu'on parle? Ah ouais, mais vraiment à ce point-là. Et je dirais que ce qui a fait que j'ai dévié que je me suis orientée vers des filières plus générales, ES, et qu'ensuite j'ai décidé de faire une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, c'est tout simplement mes professeurs qui m'ont conseillé tout au long en me disant non, t'es capable de faire ci, non, t'es capable de faire ça. On a commencé aussi à me faire tout un sort d'entraînement très spécifique. J'ai jamais compris pourquoi. Donc ils avaient pris une dizaine d'élèves comme ça dans mon lycée. Et ils ont commencé à nous donner des cours en plus. Donc on avait des cours d'expression d'art oratoire devant des étudiants en BTS. Donc nous, des lycéens, on avait des cours d'expression d'art oratoire devant des BTS. On avait des sorties supplémentaires culturelles, aller dans des musées, visiter des instances politiques. On avait droit aussi à des devoirs supplémentaires. Donc durant l'été, les petites vacances, mais pendant que mes camarades étaient tranquilles en train de se reposer, nous on avait des devoirs en plus. Ma professeure, elle m'appelait, elle me disait voilà, tu dois faire tel devoir, tu dois me le rendre d'ici telle heure, etc. Et je dirais que tout ça, ces professeurs-là quelque part, ils ont vraiment, leur implication a contribué au fait que je me sois orientée totalement différemment. De ce que j'avais prévu initialement, de faire une filière technologique et un parcours plutôt court. Moi, je voulais faire un BTS.
Donc là, je me suis retrouvée dans une classe prépa et waouh. Juste pour revenir au début, donc je comprends bien, jusqu'au collège, tu t'identifiais comme une élève en difficulté C'est ça? et ton entourage, notamment ta mère et peut-être les professeurs, te voyaient comme telle. C'est Et ça. ensuite, il y a eu un changement d'identité que les professeurs ont vu avant même que toi-même puis Je ta le mère remarque. puisse le percevoir. Tout à fait, tout à fait. Et donc, et ensuite, tu expliques que je comprends bien que tes ambitions étaient liées finalement à ce côté-là. C'est-à-dire quand je t'ai identifié comme une bonne élève, C'est tu as ça. vu la confiance de tes professeurs, C'est ça. tu as changé tes ambitions, je comprends bien. C'est ça. J'ai commencé à me dire, bah c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison. Je devrais peut-être, si j'en ai des capacités, pourquoi pas, pourquoi me freiner, Ok. autant essayer. Moi, j'ai toujours eu ça comme leitmotiv un peu. Je essaye et tu verras. Ouais, par contre. Et à quel moment tu décides de faire une classe préparatoire? Parce que tu aurais pu faire l'université ou autre. Qu'est-ce qui t'a poussé et orienté vers des études en classe préparatoire? Alors là, tout simplement, ma professeure de SES qui m'a dit, tu devrais faire une classe prépa. Elle me dit ça 2 jours avant la fin d'APB, Ah non, c'est qui est devenu Parcoursup, Parcoursup. Ouais. Donc je me dis, c'est quoi ça? Elle me dit, fais-moi confiance, tu vas trop aimer, tu vas adorer, c'est génial, etc. Bon, c'était pas... Arrivant en classe prépa, c'était pas exactement ce qu'elle m'avait décrit, mais du coup, j'ai choisi mes vœux en fonction vraiment de ce qu'elle m'a dit. Enfin, vraiment, j'avais aucune idée de vraiment ce que j'allais faire et je me suis dit, bah, jusqu'à présent, elle m'a toujours soutenue, elle m'a plutôt bien donné de bons conseils. Bah, je vais la suivre et je vais mettre des classes prépa. Et du coup, tu as rempli tes vœux APB à cette époque-là. C'est Tu ça. as mis des classes prépa en France, dans ta zone géographique où tu habitais ou plus largement en France? Alors, il n'y en avait pas. Okay. Alors, c'est une petite ville, Nevers. Donc, il n'y avait pas de classe préparatoire aux alentours, mais la classe préparatoire la plus proche elle était à Dijon, c'est Carnot-Dijon. Donc, moi, j'avais mis des vœux un peu sur toute la France. Voilà, j'en avais mis pas mal, quelques-unes à Paris, etc. Oui, en province. Et c'est vrai que j'avais pas non plus... Enfin, on m'avait expliqué, elle m'avait dit juste, mets-toi en classe prépa, mais j'avais fait aucune recherche. Donc, je savais absolument pas qu'il y avait un classement des prépas, etc. Okay. Donc, moi, je sais que j'avais été acceptée à Carnot-Paris. Et j'avais refusé pour une prépa qui était tout à côté de mes parents. Et c'est quelques mois ensuite qu'on m'a expliqué que non, il y a un classement. Il fallait pas refuser Carnot-Paris, il fallait prendre Carnot-Paris, etc. Mais donc après, j'ai pu revenir dans une prépa parisienne. Mais c'est vrai que moi, mes choix d'orientation, ça a été finalement comme ça. Enfin, à l'instinct, ça n'a jamais vraiment été moi qui ai pleinement été actif dans mes choix d'orientation, quoi. Et tu n'avais pas du coup quelqu'un dans ton entourage qui avait fait des études supérieures pour te conseiller? Alors, mes parents ont fait des études supérieures, mais ils ont fait sur le continent africain. Okay. Donc, arrivant en France, ils ne savaient pas trop vraiment comment nous conseiller. Et ils nous ont juste dit, voilà, étudier et des diplômes. Okay. C'était juste la consigne qui a été donnée. Donc, moi, je m'efforçais de faire de mon mieux, mais tout ce qui était autour des classes prépa, je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des établissements de prestige, je connaissais vraiment rien du tout. Hein. Pour moi, n'importe quel établissement se valait, quoi. Et du coup, arrivé en classe préparatoire, comment ça se passe? Comment tu te découvres dans ce nouveau milieu qui transite un peu par rapport, ou pas, tu vas nous le dire, par rapport à ton expérience vécue au collège et au lycée? Alors, ça se passe quand même très mal, parce que pour le coup... là, en terminale, je passe de super élève, tout le monde est fier, etc. Les notes, avoir de très bonnes notes, c'est très facile pour moi. J'arrive en prépa et on dit félicitations. Et là, je vois avec horreur 1 sur 20. Et je me dis félicitations, compliments, des efforts. Je me dis mais c'est quoi ce truc, etc. Et pour la première fois de ma vie, je me rends compte que je fournis des efforts, je travaille beaucoup plus qu'avant. Et je vois pas les résultats et je me retrouve un peu perdue parce qu'on m'a toujours raconté un petit peu ce truc-là de la méritocratie. Méritocratie, c'est ça. Et je me disais que plus je vais travailler, plus je vais performer, avoir de bonnes notes. Sauf que là, c'était pas le cas. Et donc, j'avais beau performer, faire de mon mieux pour travailler. Je travaillais 40 à 50 heures par semaine. C'est énorme, c'est de la folie même. Et pourtant, je voyais pas les résultats.
Et c'était extrêmement frustrant et je commençais à me dire mais pourquoi j'ai décidé de faire une classe prépa, j'aurais dû plus réfléchir, etc. C'était comme si en fait on m'avait envoyé à l'abattoir, quoi, parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire après ça, je comprends rien, c'est trop difficile, etc. Donc je l'ai vraiment mal vécu. Donc la première année ça a été ça. Donc j'en ai fait 3 ans. Pour quelqu'un qui l'a mal vécu, j'ai quand même été fidèle. Et ensuite j'ai poursuivi 2 ans où bah du coup je suis repartie en prépa parisienne. Donc j'ai eu un mentor d'une association qui s'appelle Article 1. Donc ce mentor-là m'a expliqué un petit peu que bah non, il y a un classement, tu vas refaire tes vœux, parce qu'aussi je m'étais aussi mal orientée. Donc j'étais partie dans une prépa ECS pour les scientifiques et dans une prépa ECE pour les personnes qui étaient de filière ES. D'où la difficulté qui était extrême pour moi. Et donc je me suis réorientée et j'ai refait des vœux à Paris. Et donc c'est comme ça que je suis retournée en filière qui était plus adaptée pour moi. Et le fait d'avoir aussi eu 1 an de classe prépa en amont, bah, ça m'a pas mal aidé quand je suis arrivée à Paris, parce que je me disais qu'avec 1 an d'avance, j'allais faire partie des 5 premiers. Et bah, pas du tout. Parce que le niveau en Ile-de-France est quand même, surtout dans les prépas parisiennes, est quand même très élevé. Les élèves vraiment faut l'avouer, sont très brillants. Et c'est là que j'ai appris que quand tu venais de tel lycée, d'Henri IV, etc., que effectivement c'était pas les mêmes programmes qu'on avait. On m'expliquait qu'ils bouclaient les programmes de terminale au bout de 6 mois, des choses comme ça. J'étais là, waouh. C'est ça, ils commençaient les programmes de prépa en amont. Enfin, il y avait des gens, c'était leurs objectifs d'être dans ces formations d'élite, de prestige. Et je me rendais pas compte de tout ça et de toutes les choses finalement qu'il me manquait à mes yeux. Parce que pour moi, du coup, quand je me compare à eux, je me disais, mais waouh, il me manque tout ça. Eux, ils ont tout ça et pas moi. Mince alors, je suis passée à côté. Il faut que je fasse tout pour les rattraper. Et aussi... Non, mais vas-y. Moi, c'était plus... t'es aussi passé à Paris. Comment t'as vécu ce passage à Paris? Alors, très bien. Donc, c'était l'un de mes rêves de venir étudier à Paris. Je sais pas pourquoi, lors de la première fois, je pense que j'ai eu un peu peur. Donc, j'ai pas osé aller jusqu'au bout de mon rêve. C'est de venir d'étudier à Paris. C'était pour moi la capitale. Je me disais que j'allais avoir une super vie étudiante, qu'il y avait trop de choses à faire, etc. Donc, j'ai très bien vécu. Avec la vie étudiante. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais pas pris en compte, par contre. Et justement, est-ce que ce manque d'information, comment tu as fait pour... du coup, parce que tu avais, pour toi, à rattraper cet écart que tu avais avec les autres qui avaient peut-être pas les mêmes compétences ou peut-être pas les mêmes informations clés de base. Peut-être que tu n'avais aussi pas de... Enfin, tu vas nous le dire, est-ce que tu avais un objectif? Est-ce qu'en entrant en prépa, tu te disais, je fais une prépa pour avoir quelque chose à la fin? Est-ce que tu faisais une prépa sans trop savoir ce que tu faisais? Comment ça se passait un peu à ce niveau-là? Une fois que tu étais dans ta deuxième année, dans ta première année à Paris. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça, okay. C'est ça. Alors non, j'avais vraiment un objectif clair. Je me suis dit, allez, je vise HEC Paris ou rien. Voilà, c'était ça mon objectif. Je me suis dit, la meilleure ou rien. Quitte à ce que je souffre, quitte à ce que je fasse même un prêt étudiant, etc. Moi, je veux la meilleure, je veux pas autre chose. Donc, gros objectif, donc grosse charge de travail. Et à côté de ça, j'essayais effectivement de combler mon retard. Donc, je voyais que mes camarades de classe avaient une culture générale qui était quand même très spécifique dans les musées, dans l'art, etc. C'est très varié aussi. Et donc, j'ai commencé à aller dans des expositions, à aller dans des musées régulièrement. Donc, c'était vraiment, j'allais 1 fois par mois. Alors que je suis passée de 0 à 1 à 2 fois par mois, donc c'était régulier. Je commençais aussi à aller à l'opéra, des choses comme ça, que j'ai jamais fait. J'ai commencé aussi parce que dans ma promotion, je me rappelle que la majorité était bilingue. Soit maîtrisait parfaitement une langue, soit l'anglais, soit l'allemand, mais c'était vraiment bilingue. Moi, j'étais bonne en anglais, mais j'étais pas bilingue. Et donc, j'ai mis en place, dès la première année, le fait de partir faire un stage de 1 mois et demi avec des cours de langue, etc., pour combler mon niveau, pour moi aussi être, entre guillemets, avoir l'accent. Voilà.
À côté de ça, j'avais beaucoup de cours particuliers avec des professeurs. Pour ça, je remercie aussi parce j'étais en internat d'excellence. J'aurais jamais pu me payer tous ces cours-là. Enfin, c'était monstrueux. Je crois que j'ai fait le record des cours particuliers pris au sein de leur internat. Ils n'ont jamais vu quelqu'un prendre autant de cours. Et c'est vrai que j'avais des cours avec des étudiants qui étaient, par exemple, à Polytechnique, Mines Paris, enfin, avoir des étudiants de Centrale Paris qui t'expliquent les maths, bah, ça change tout, quand même. Et, ouais, j'ai vraiment fait de tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce qui était humainement possible à mes yeux, de faire pour réussir. Je suis même allée jusque dans un couvent pour réviser une semaine. Enfin, vraiment, j'avais mon objectif en tête. On m'a dit HEC, c'est dur, faut 14. Quand je voyais mes notes, je me disais, ah oui, j'ai 4. Ok. Donc, il va falloir faire un effort vraiment colossal. Et je l'ai fourni. Et je vous garde le suspense de savoir si j'ai eu finalement HEC Paris ou pas. Et puis, avant ça devient d'où cette détermination? Parce que tu as battu le record de demande de cours particuliers dans un internat d'excellence. Donc, c'est-à-dire que ça accueille quand même des excellents étudiants. Pourquoi tu avais tant envie de réussir? Pourquoi tu avais tant envie de travailler autant pour atteindre HEC? Je dirais que c'était plus pour, on va dire, pour savoir qui je devais être. Okay. Donc, quand j'étais plus petite, j'étais très malade. Donc, moi, mon objectif, c'était juste de ne plus être malade. Voilà. Et une fois que j'ai passé cette étape-là de ne plus être malade, il fallait que je sache quelle était la prochaine étape, le prochain objectif. Et donc, pour moi, c'était... qu'est-ce qu'on dit qui est bien à faire? On te dit qu'il faut faire telle étude, c'est très bien, je le fais. On te dit que pour atteindre la meilleure école de telle filière, c'est ça. Pourquoi pas, j'y fonce. Et on te dit qu'il faut faire tels efforts pour avoir telle école, je le fais. Voilà, ça venait, pourquoi ça venait? Peut-être cette envie-là de me battre. Donc moi, je précise, quand je suis née, je devais mourir. Et les médecins ont réussi à me sauver, moi et ma mère en même temps. Et je suis rentrée, en fait, je suis née, si vous voulez, un peu dans la difficulté, c'est-à-dire avec un esprit vraiment de combattant. Je veux vivre. Et je pense que c'est ça qui m'a conduit. J'ai toujours eu ce truc au plus profond de moi, de non, continue, tu peux le faire. Même si, des fois, je me disais, mais c'est impossible. Faut être objectif. T'as 1 de moyenne en maths, 1,5. Faut avoir telle note pour avoir HEC, tu vas pas y arriver. Et pourtant, j'arrivais quand même à persévérer, à garder ça parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait non, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et j'avais même un professeur un jour, il est venu, mon prof de maths, il me regarde et il me dit mais pourquoi tu continues, pourquoi tu t'accroches autant? Et je lui dis parce que j'ai un objectif. Et il me dit normalement, je m'opposerai à ce que tu passes en 2e année. Parce qu'au niveau des maths, c'était vraiment catastrophique mon niveau. Mais il m'a dit, à cause de la persévérance que tu as, moi, je vais accepter que tu passes parce que j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière, une élève aussi persévérante qui continue à prendre ses cours alors même que c'est catastrophique, quoi. Je persévérais vraiment et j'étais vraiment conduite, quoi. Et donc, tu avais cette persévérance et ce désir intrinsèque de vraiment réussir qui t'a conduit à fournir tous les efforts possibles et te donner les moyens pour y arriver. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés particulières autres que les notes et le rattrapage finalement du retard que tu semblais avoir par rapport aux autres étudiants qui étaient d'ailleurs, je sais pas, tu étais dans quelle prépa à peu près parisienne, mais à part ça, est-ce que tu avais d'autres difficultés à côté qui ont pu expliquer ton parcours tout simplement? Oui, j'avais d'autres difficultés à côté, notamment financières. Ma mère ne gagnait pas des millions. Et donc, ça faisait que y avait aussi ce truc-là de se dire que je dois réussir déjà pour que plus tard, j'ai quelque chose, quoi. Parce que les parents, c'est pas éternel. Là, pour l'instant, j'ai ma mère, j'ai mon père qui sont là. Et demain, c'est pas sûr, quoi, comment je vais m'en sortir. Donc, il y avait ça qui me guidait. Le fait aussi que j'ai des frères et sœurs. Ça paraît être... ça motive d'avoir des frères et sœurs. Moi, j'étais la plus grande. Donc, je me dis que je dois faire figure d'exemple, quoi, de modèle. Donc, il y a cette responsabilité-là que je me mettais en me disant que je dois aussi montrer l'exemple quelque part. Et il y avait... Je dirais que
après coup, enfin, avec beaucoup de recul maintenant, la grosse difficulté que j'avais, c'était que comme je ne me connaissais pas, j'essayais de me coller à un modèle tout fait. Au lieu de chercher qui j'étais, je cherchais à être quelqu'un d'autre que moi-même. Et donc, ça m'a beaucoup desservi parce que c'est comme courir après un fantôme, enfin, quelque chose qui n'est une chimère, quelque chose qui n'existe pas. Au lieu de me concentrer sur moi, je me concentrais sur finalement une Princia que j'imaginais être moi, mais qui n'était pas moi. Voilà, donc, ça a été, je pense que ça m'a beaucoup perdu de pas comprendre que celle que je voulais être, c'était pas moi. Et justement, donc tu passes les concours, qu'est-ce qui se passe? Donc j'y vais en me disant oui, je vais y arriver, c'est le moment décisif, c'est le moment final, c'est le moment où tout est possible. Donc je passe mes examens, normal, j'attends, j'ai beaucoup d'espoir, et le jour des résultats arrive. Et la manière dont ils annonçaient les résultats, j'avoue que c'était un peu angoissant parce que il y avait quelques écoles comme Grenoble, l'école de commerce de Grenoble, qui envoyaient des SMS pour dire aux candidats qui étaient admissibles, oui, bravo, tu es admissible, etc. Et donc, dès que tu recevais pas déjà ces SMS-là, tu commençais à angoisser. Donc, tu voyais des gens de ta promo dire, oui, je suis admissible, etc. Et toi, non. Et donc, au début, je me disais, non, ça va aller, etc. Et quand j'ai vu des personnes qui, durant l'année, qui étaient qui n'avaient pas d'aussi bonne note que moi, être admissibles à des écoles où j'étais pas, j'ai commencé à stresser. Et petit à petit, je me disais non, j'y crois encore, HEC, etc. Et malheureusement, je n'ai pas été admissible à HEC. Et de loin, j'ai obtenu l'école la plus haute, c'était, attendez, je dis pas de bêtises, Cage Business School. C'est une très bonne école aussi. Voilà, qui est une très bonne école. Mais c'était loin de mon objectif. Moi, mon objectif, c'était, j'avais dit la première ou rien. Et là, je me retrouvais avec pas du tout la première, avec à peu près la 10e. Donc, j'étais très déçue. Parce que je me disais que j'avais mis tellement d'efforts, tellement de travail, de sacrifices, etc. pour en arriver à avoir la 10e. La 10e, j'avais pas besoin de bosser autant. Donc oui, franchement, j'étais sincèrement déçue. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu vas à Cage ou est-ce que tu prends une autre voie? Alors, contre toute attente, je prends une autre voie. Je décide de poursuivre mon truc de soit la meilleure, soit rien. Et je vais à l'université. Donc, je vais à l'université de Paris-Nanterre. Donc, je poursuis en L3 économie-gestion, mention-gestion. Et donc, je m'oriente vers une fac plutôt qu'une école de commerce, alors que j'ai été préparée pendant 3 ans pour intégrer une école de commerce. Je pense que j'avais du mal à digérer, à accepter l'échec. Parce que je me dis que si j'allais à Cage, j'actais le fait que j'avais échoué, que j'avais raté, quoi. Alors que si je prenais une autre voie, c'était pas pareil. Et ça me laissait aussi le fait d'aller à l'université. Il y avait une camarade d'une autre prépa qui m'avait dit qu'en fait, on pouvait repasser les concours en admission sur titre. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça me laisse une deuxième chance. Je me disais que si je peux pas rentrer par la porte d'entrée, je rentrerai par la fenêtre. S'il fallait. Donc, je m'étais dit, la fac, c'est une deuxième chance pour moi de rentrer dans cette école, mais différemment. Donc, t'as pas changé ton ambition, alors? Non, du tout. Okay. J'étais encore plus déterminée. Okay. Et du coup, après, tu fais ton année, ta 3e année, du coup, à la fac, et après, au moment des dates d'examen des admissions sur titre, tu choisis de les passer, tu choisis pas de les passer, comment ça se passe? Alors, je les passe. On me dit qu'il faut avoir... je me rappelle, il y avait des critères. Je m'étais inscrite à une prépa à côté pour me préparer. Pour les AST, voilà. Et on me dit qu'il faut, pour HEC, il faut minimum 14 de moyenne. Bon, j'ai plus. J'arrive à avoir presque 16 de moyenne générale. On dit qu'il faut avoir telle expérience dans son CV. Je m'attelle à la tâche. Je vais trouver une expérience, un stage, quoi. Ensuite, on m'a demandé... il y avait plein de critères. Il fallait avoir tel score au TOEIC, tel score au TAJMAJ. Donc, sur le papier, j'arrive à avoir tous ces scores-là demandés. Donc, je postule en étant très confiante parce que je me dis, j'ai tous les critères, c'est bon. Douche froide, numéro 2. Non, j'ai toujours pas admis. Et en plus,
j'avais des scores extrêmement élevés. Il y a un très bon dossier. Donc normalement, le top 4, 5, je devais l'avoir haut la main. Il y avait des gens de ma classe qui avaient passé les admissions sur titre aussi. Et qui avaient 10, 11 de moyenne. Et ils étaient pris à EM Lyon et l'EDEC. Et moi, je comprenais pas, je n'étais pas prise. Je me dis, mais c'est quoi ce... Enfin, c'est quoi ce truc Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais tout, j'ai tous les résultats. Et pourtant, ça passe toujours pas. Et dans l'année, j'avais eu... c'est comme ça d'ailleurs qu'avec Pierre, on s'est connus. Mais j'avais vu passer sur Facebook une opportunité de postuler un programme pour étudier à l'université de Berkeley. Bon, je m'étais dit, on sait jamais, mais moi je suis sûre d'être pris à HEC, mais je vais quand même postuler au cas où. Et quand HEC pour la deuxième fois, m'a envoyé un joli nom, et là, la piste où j'avais postulé à Berkeley, ils m'ont dit que j'étais admissible, quoi, et qu'il fallait que je passe les entretiens. Donc dans mon grand désespoir et dans mon grand désarroi, finalement il y avait une porte de sortie, quoi, une opportunité qui était même, je pense qu'à mes yeux, encore plus inespérée que... Parce que les gens ne connaissent pas, mais Berkeley c'est l'une des 10 meilleures universités au monde. Donc, c'est ça, c'est même pas, c'est pas la 4e... en fonction des années, un truc comme ça. C'est excellent, quoi. Voilà, c'est vraiment excellent. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai l'impression que j'ai échoué, mais finalement, j'ai une super voie qui s'ouvre. Je vais attendre, je vais continuer le processus, le processus pour être admise dans leur programme, mais en gardant en tête que je vais pas être prise. Parce que je me dis, si HEC me refuse, et dès que EM Lyon, c'est que je peux pas postuler, mais EM Lyon et dès que me refuse, je vois pas pourquoi l'université américaine va m'accepter. Donc je continue en bout de chemin, je continue les process de recrutement, et de fil en aiguille, comme ça, ils me disent, on continue, je fais un entretien, un deuxième, un troisième, et je vois on me dit, oui, mais vous êtes retenu. Et il m'a fallu une semaine avant de comprendre que vraiment j'étais retenue. Mais parce que j'y croyais pas. Oui, tellement c'était désespéré. Mais oui, c'est ça, et je me disais, mais... j'ai EM Lyon qui veut pas de moi, et j'ai une université comme Berkeley qui sont OK pour me prendre. Tu trouvais plus la logique et tu te disais... Ça n'avait aucun sens à mes et pourtant, c'était pour moi la meilleure opportunité qui s'était présentée, je pense même dans toute ma vie. Dans toute ma vie, ouais. Et du coup, à Berkeley, qu'est-ce que tu étudies? Enfin, tu pars faire quoi là-bas pour les personnes qui ne connaissent pas cette université qui, il me semble... Et si tu es en Californie, c'est ça? Oui, c'est ça, en Californie. Aux États-Unis. Qu'est-ce que tu pars étudier? Comment ça se déroule? Enfin, c'est combien de temps? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience-là que tu as pu vivre? Alors, c'est sur 1 an. Et c'était un programme un peu atypique parce que ça mêlait entrepreneuriat et digital, la tech, etc. Donc, moi, j'arrive là-bas. On avait droit à prendre aussi des options sur le campus parce qu'eux, ils ont un système un peu à la carte. Donc, on avait des grandes majeures, donc, qui étaient l'entrepreneuriat, le leadership. Il y avait quoi d'autre comme matière? J'étais avec Pierre, mais je ne me rappelle plus de... Il y avait Amazoogle, c'était un cours qui expliquait comment, à travers l'analyse de données, on pouvait créer des business par la prédiction de tendances, etc. C'est ça. Il y avait... franchement, il y a... Finance, moi j'avais finance, mais toi je crois... Voilà, moi j'avais pris le marketing pour les personnes dans la tech. Enfin, vraiment... Et on avait... Voilà, le leadership. Et on avait aussi... on avait pris des cours de... je me rappelle plus. Sur l'histoire avant l'esclavage, etc. Voilà, l'histoire africaine, etc. Ouais. Avec Pierre, on prenait certains. On s'est dit, vu qu'on a l'opportunité d'en avoir, pourquoi pas se lancer. Et donc là-bas, j'ai pris les cours. Je me suis dit, je vais là-bas pour étudier dans une université prestigieuse et revenir avec tout un certain prestige parce que c'est les States, etc. Et finalement, ce que je pensais que j'allais retirer, ça a été totalement différent. Ce temps, ça a duré 1 an. Après, il y a eu le confinement, etc. Donc, j'ai dû rentrer plus tôt. Mais ce que ça m'a appris en étudiant là-bas, ça a vraiment été qui tu es. Enfin, les Américains, ils ont vraiment une manière d'enseigner les étudiants qu'ils ont et une pédagogie qui est vraiment centrée sur le développement de qui tu es. Et donc, moi, j'arrive là et me dis, quel type de leader es-tu ? C'est ça, et quel leader là. Moi, j'arrive, je dis, mais ils sont complètement... Moi, j'ai pas envie d'être leader, tu vois. Et ils me disent, quel type de leadership est-ce que t'as ? Avec des tests de personnalité. C'est ça, plein de questionnements. On faisait même des entretiens avec les profs pour connaître nos super pouvoirs. Alors là, franchement, je me disais, mais
Je suis venue ici pour savoir mes super pouvoirs. Super. Mais, et comme ça paraissait peut-être anodin. Mais de fil en aiguille, comme ça m'a permis de comprendre, de travailler sur, mais en fait, qui t'es toi? Arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, mais qui est-ce que t'es toi? Et j'ai appris à connaître mes qualités, à savoir quel type de personne j'étais, et vers quel type de personne, enfin, qu'est-ce que je voulais finalement manifester, quelle personne je voulais être dans la vie de tous les jours, et quelles étaient les choses qui me tenaient à cœur. C'est bête, mais je m'étais jamais demandé qu'est-ce qui me tient à cœur dans la vie. Parce que j'ai plein d'objectifs, mais c'est normalement les études ou les objectifs de, je sais pas, atteindre un certain niveau de carrière, c'est censé être un moyen pour atteindre un plus grand objectif. Alors que moi, j'avais pas ce plus grand objectif-là. Et donc, aller aux États-Unis, ça m'a permis de découvrir et de comprendre qu'est-ce qui était important pour moi et quelles étaient les choses dans ma vie et dans ma vie professionnelle, personnelle, sur lesquelles je voulais travailler et quels moyens j'allais utiliser pour atteindre l'épanouissement personnel ou atteindre mes objectifs professionnels, quoi. Et du coup, tu reviens en France en ayant à peu près découvert qui tu étais à cette époque-là. Ah oui, franchement, oui. Et qu'est-ce que tu décides de faire après? Alors, je continue mes études. Donc là, c'est... il y a plusieurs temps qui se passent. Donc, je continue mes études. Je me dis que c'est aussi le moment quand même d'avoir des expériences professionnelles. Donc, j'avais eu l'occasion de travailler, mais j'avais des petites expériences en tant que stage, etc. Et donc là, c'est la première fois où j'entre dans un grand groupe. Je travaille à Orange. Et là, je découvre ce que c'est la vie en entreprise. J'ai un avant-goût de ce que c'est être cadre. Donc, je rentre en tant que stagiaire. Entre-temps, on me propose un poste en CDI que je me sens pas finalement prête à accepter. Donc, je fais plutôt de l'alternance. Et à la fin, ça pouvait se poursuivre, quoi. Et j'ai pas poursuivi au sein d'Orange, mais j'ai beaucoup appris au sein de cette entreprise, que ce soit sur les relations professionnelles. J'avais vraiment une vision du monde du travail et du travail qui était quand même à côté de ce que j'imaginais. Là encore, je pensais tout était question de performance, alors que dans les grands groupes, c'est pas qu'une question de performance. Et justement, je voulais revenir sur les États-Unis. C'était que moi, j'ai pu avoir le regard d'extérieur. Il y avait une phrase qui m'avait marqué. Tu m'avais dit je préfère rentrer à HEC qu'à Harvard. Donc, je me rappelais que tu avais encore ce côté HEC. Et ensuite, il y a eu un shift. C'est-à-dire que, comme tu disais, aux États-Unis, c'est vraiment avant de savoir ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu peux faire, il faut savoir qui tu es. Et c'est vrai qu'il y a un moment où Princea est devenu en mode entrepreneur. C'est ça. Au début, elle était là. Bon, moi, en vrai, je prépare mon retour en France. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Ah, mais je détestais. Et après, limite, c'était la plus à fond dans l'entrepreneuriat. Je faisais des conférences, des pitchs, etc. Tu rencontrais des entrepreneurs, etc. Donc, justement, peut-être revenir sur ça. Et comment tu t'es dit, moi, Princea, maintenant que je sais qui je suis, je veux être entrepreneur? Alors, le cheminement vers l'entrepreneuriat n'a pas été évident pour moi, parce que mon objectif, ça a toujours été d'être cadre. Enfin, mes parents, ils disaient, tu fais des grandes études, tu peux être cadre dans une grande entreprise, etc. Comment est-ce que j'en suis arrivée à là? Je dirais que ça a été un peu en suivant, en fait, ce qui, moi, me faisait vibrer. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je trouve d'injuste? Qu'est-ce que je trouve où est-ce que je pourrais apporter quelque chose? Et je me disais que, mine de rien, quand je me retournais sur mon parcours, même si j'ai pas atteint mon objectif d'HEC, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré plein de monde, j'ai eu plein d'expériences que beaucoup de gens n'ont pas eues. Et quand je regardais autour de moi, je me disais, mais ah oui, toi, t'as jamais été aux Nations Unies? Non, j'étais là. Ah oui, toi, t'as jamais... J'avais tout un tas... T'as jamais rencontré un député, t'as jamais été au Parlement européen, etc. Et on me disait, mais non, mais quand est-ce que t'as fait ça? Où est-ce que t'as appris ça, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon cheminement vers HEC, il y avait tout un tas de choses que j'avais appris, d'expériences que j'avais accumulées, qui faisaient que, mine de rien, j'étais un peu différente de certaines personnes de mon âge qui n'avaient pas vécu ces expériences-là. Et le professeur que j'avais à Berkeley, donc Ken Singer, il n'arrêtait pas de nous dire que
il fallait, enfin, c'est bien est-ce que tu penses que le monde a plus besoin de directeurs ou de leaders? Ah oui, je me rappelle. C'est quoi la différence entre un directeur et un leader? Bah, pour moi, un directeur, c'était celui vraiment qui est dans le monde de l'entreprise, un manager de haut niveau, qui a gravi les échelons et qui manage des gens au quotidien pour une entreprise, bon, à but, bon, moi, dans mon idée, c'était à but lucratif, quoi, pour faire du profit, etc. Et alors qu'un leader, bah, c'est drôle, moi, je voyais pas vraiment. Je trouvais que c'était un peu flou, parce qu'il nous parlait un peu de Mère Teresa, Martin Luther King. Bon, un leader, ça pouvait être finalement n'importe qui. Et c'était pas, se dire qu'un directeur, on arrive à avoir une vision nette et claire de ce qu'est un directeur, mais un leader, c'est quelqu'un qui avait un impact, bon, qui peut être négatif ou positif, sur les autres. Et j'arrivais pas à me faire une idée. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas, quand il m'a posé cette question-là, ça m'avait un peu, j'avais pas vu l'intérêt de sa question, mais il essayait de me transmettre un message. Fonce sur les choses plutôt qui t'intéressent, qui te font vibrer, plutôt que d'aller vers un modèle tout fait qu'on t'a présenté et que toi, tu as pris pour acquis. Et c'est comme ça aussi, c'est à travers ces réflexions-là, quand je suis rentrée pendant le confinement, beaucoup, ah oui, j'ai oublié, le confinement, ça a beaucoup joué. Hein. Le fait d'être, parce que je suis rentrée du coup en France, et le fait d'être enfermée tous les jours chez soi, mais ça m'a remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment je veux finalement être que directrice, que machin, que être carriériste dans une grande société montée, ou est-ce que je veux faire quelque chose de différent? Et c'est là que je me suis dit, je pense que je peux apporter des choses différentes, mais quoi? Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le quoi. Et pendant le confinement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui galéraient à trouver des opportunités professionnelles, des gens qui se sont déscolarisés. Et moi, à côté de ça, j'avais toujours des super opportunités. Et je l'ai beaucoup dit, mais je me suis dit, j'ai beaucoup dit aux gens, mais je me suis jamais fait autant d'argent que pendant le confinement. Tous les jours, on me proposait du boulot, du travail. J'avais des super stages. Moi, j'avais que l'embarras du choix. Je mettais même des critères sur mes gratifications de stage, carrément. Donc, j'étais là, un truc à moins de 1400, non, je regarde même pas. Et je me disais, mais comment ça se fait que moi, je suis dans ce cas-là, et que la majorité, en tout cas dans ce que je voyais dans les médias, des étudiants étant en souffrance pour trouver un stage, une alternance, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire. Et c'est comme ça que ça un peu que tout a commencé. C'est intéressant parce que si je résume un peu, c'est que en fait au début, tu voulais pas prouver ta valeur, mais tu voyais ta valeur en disant quand je vais atteindre HEC, c'est que je suis devenue la princesse que j'idéalisais. Et en fait, tous les efforts que tu as mis en place pour devenir une bonne élève, atteindre HEC, ça t'a permis de développer des compétences et des expériences. Et tu as pris conscience en fait que c'est ça ta valeur. C'est ta capacité à avoir trouvé des opportunités qui t'ont fait développer des compétences. Et je te dis, mais en fait, toutes les compétences que j'ai, c'est ma valeur. Et avec cette valeur-là, je peux jouer sur les problématiques que j'observe dans ma société. Et là, tu as vu justement les problématiques qui touchaient les étudiants. Et comment tu as structuré ton projet? Parce que là, on a compris que ton projet s'est orienté vers les étudiants. Mais comment tu as structuré ce projet-là? Rapidement. Structuré, c'est un grand mot. J'ai juste commencé tout simplement à questionner plein de personnes que je connaissais autour de moi, en leur demandant est-ce que toi, tu recherches un emploi, tu galères, etc. Sauf que je cherchais du mauvais côté au début. Okay. Donc j'allais plutôt vers des personnes qui avaient des profils similaires à moi, donc ils me disaient non, je galère pas, j'en trouve plein. Et ensuite, j'ai commencé à creuser plutôt du côté de ma famille. Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, non, il y avait des membres de ma famille, des cousins, etc., qui, eux, galéraient à trouver des stages, des alternances, parce que, du coup, ils n'avaient pas du tout le même profil que moi, le même parcours que moi. Et donc, j'ai continué à creuser, je demandais j'ai fait comme ça une centaine d'entretiens. Ça a duré 1 mois ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai compris que non, il y avait vraiment une problématique, il y avait vraiment un problème et un besoin. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais, vu qu'on est tous à la maison, donner des conseils au maximum de personnes, les réseaux sociaux. C'est comme ça que je me suis dit, je vais lancer une page Instagram et puis je vais essayer d'impacter les personnes sur mes réseaux sociaux. Donc toujours avec cet esprit de leadership.
C'est ça. Enfin, je me rendais pas compte, mais oui, c'est ça. Mais c'était ça C'est qui conduit sur ce qui me faisait vibrer, quoi. Et ça a débouté sur l'entrepreneuriat? Oui, contre toute attente, oui, c'est ça. Donc au début, je voyais ça plutôt comme un un petit projet que j'avais, À côté, ouais. plutôt quelque chose même de presque caritatif, où j'aidais sans attendre quelque chose en retour. Ensuite, quand ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, parce qu'au début, j'aidais une personne par mois, bon, c'était pas gênant. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de followers, quand je suis arrivée vers les 10K, etc., je commençais à avoir vraiment beaucoup de demandes, et là, ça commençait à tourner autour de 50, 100 par jour. Là, par contre, là, je me disais, ah oui, non, mais là, à côté, j'avais une vie aussi très active, je faisais plein de choses, etc. Je m'engageais dans beaucoup de choses. Et je me disais, mais je vais pas m'en sortir. Enfin, limite, c'est un boulot à plein temps, là. Donc, soit je continue à faire un boulot, mais ça, je le mets en stand-by, ou je diminue. Ou alors, j'embrasse pleinement le projet, et puis je me mets à 100%. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est comme ça qu'après, de fil en aiguille, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat et d'essayer de vivre finalement des services que je rendais aux gens. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as monté ta structure à peu près? Alors, j'ai monté cette année en janvier 2023, mais ça faisait un moment que j'aidais les gens et j'ai décidé de me mettre à plein temps et de officialiser les choses. D'accord. Janvier 2023. Donc ça fait un an. C'est ça, un an. Tout pile. Ok. Et justement, donc là, il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des étudiants pour trouver une alternance? Alors oui, le conseil numéro 1 que je veux te donner, c'est il faut que tu aies des critères lorsque tu cherches une alternance. Les entreprises ont des critères, alors pourquoi pas toi? Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est en fonction de l'entreprise dans laquelle tu postules, il faut que tu adaptes ta stratégie pour candidater. De la même manière qu'on n'écrase pas une mouche avec un marteau, et de la même manière, on ne postule pas à un grand groupe et à une start-up avec la même stratégie, de la même façon. Un autre conseil que je pourrais donner, que je pense que c'est très important, c'est en ce qui concerne en tout cas l'alternance, c'est ce qui va faire la différence, c'est pas tes compétences, mais plus ta personnalité. Donc si vraiment tu veux faire la différence pour te démarquer des autres en entretien ou par rapport à ta candidature, mise plutôt sur toi, sur ta personnalité et qui tu es. Voilà les 3 conseils que je te donnerais. Et peut-être, Luc, des questions qu'on peut lui poser sur la partie, peut-être en rapport avec les réseaux sociaux? Ouais, parce que tu as évoqué le fait que tu étais créatrice de contenu. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie d'être créatrice de contenu? Bon, la première chose, c'est que de temps en temps, on me reconnaît dans la rue. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc ma page, le nom de ma page s'appelle Étudiante Marron. Donc c'est un nom assez fort. Et ça fait que des fois dans la rue, on me dit hey, Étudiante Marron. Et je me dis, c'est de moi qu'on parle. Donc déjà, ça a changé ça, le fait d'être reconnu dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et l'autre chose que ça a changé, c'est mon emploi du temps. J'ai des vidéos, des heures de vidéos. Je passe mon temps à tourner des vidéos. Et je me rendais pas compte du tout que c'était c'est un vrai travail. Ouais. Et c'est extrêmement prenant, quoi. Et comment, justement, pour les personnes qui cherchent qui veulent être peut-être créateurs ou créatrices de contenu et qui voudraient se lancer, comment ils pourraient consolider une communauté comme toi, tu as pu en créer une aujourd'hui? Moi, je dirais tout simplement, le but, c'est pas d'être focalisé sur les statistiques et le fait d'avoir des followers, mais d'être uniquement focalisé sur ce que tu vas apporter aux autres. Si tu es concentré sur ce que j'apporte aux autres, est-ce que ça répond à un problème ou à un besoin? Tu vas attirer des gens. Moi, les gens, ils ne savaient pas comment faire un CV ou une lettre de motivation. Je mettais des modèles de CV et des modèles de lettres de motivation qui pouvaient tout de suite recopier ou s'inspirer. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus parce que je leur donnais littéralement la solution à portée de main. Et très bien. Et tu es installé sur plusieurs réseaux sociaux, à la fois Instagram et d'autres réseaux ou juste Instagram? Parce que tu as parlé uniquement de ta page Instagram. Alors, je suis plus présente sur Instagram. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à aller sur les autres réseaux. Je suis aussi sur TikTok.
mais sur un aspect un peu différent de l'insertion professionnelle. C'est plus pour les personnes qui veulent vraiment travailler à l'étranger, faire des VIE, ou pour les étudiants étrangers qui sont, par exemple, sur le continent africain, qui veulent étudier en France. Et sur LinkedIn, voilà. Donc c'est assez récent, LinkedIn. J'ai mis beaucoup de temps à y aller. Et le contenu, là, il est aussi il est toujours axé sur des astuces, des conseils. Et à choisir entre LinkedIn, Instagram et TikTok, si tu devais en garder qu'un, tu choisirais quoi? Bah, je garderais Instagram parce que c'est c'est là où j'ai ma plus grosse communauté. Mais j'avoue que TikTok, j'aime bien. J'aime beaucoup TikTok. C'est moins prise de tête, le fait de faire des contenus. Il n'y a pas toute cette notion-là de beauté, de feed, etc. Enfin, TikTok, c'est vraiment sympa, je trouve, comme réseau social. Et justement, en tant que créatrice de contenu, comment tu fais pour protéger ta santé mentale? Alors moi, c'est très simple. Je bloque tout le monde. Je fais le ménage parce que j'estime que mes réseaux sociaux, c'est comme un peu ma maison. J'invite des gens et quand quelqu'un me fait un commentaire, m'insulte, alors que je donne juste des conseils sur l'emploi. Pour moi, c'est comme si quelqu'un vient chez moi et salit ma maison ou crache chez moi. Bah, dans la vie de tous les jours, j'aurais foutu cette personne dehors et puis j'aurais nettoyé la saleté. Et bah, je fais pareil sur mes réseaux sociaux. Donc oui, dans mes réseaux sociaux, c'est comme ma maison. Et dans ma maison, bah, j'invite des gens. Et si t'es pas poli, je te bloque, je te fais sortir. Et puis je nettoie, donc je supprime tes commentaires, etc. Okay, intéressant. Et autre question, je sais qu'en privé, tu m'avais donné des conseils hyper intéressants sur comment se comporter quand on arrive dans une entreprise pour un stage et comment se comporter quand on va partir en termes de mail, de pot de départ. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, un peu un guide pour un stagiaire? Quelles sont les bonnes pratiques à avoir? Alors, si tu veux réussir ton stage, réussir, c'est un grand mot, mais si tu veux réussir ton stage, première chose à faire, les 2 premiers mois, je te conseille fortement de les consacrer à l'observation, surtout dans les grands groupes. Tu t'observes comment tes collègues interagissent entre eux. Tu regardes un petit peu les interactions qu'ils ont entre eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que finalement l'équipe travaille. Ensuite, une fois que c'est passé ces 2 mois-là, tu essayes de faire en sorte que dans le temps passé avec tes collègues, tu arrives à avoir 2 moments où ils sont impressionnés soit par ton travail ou soit par quelque chose qui est lié à ta personnalité. Je m'explique. Par exemple, moi, j'avais réussi à débloquer une situation qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et ils ont dit, waouh, c'est Prasia qui nous a donné la solution. Waouh, trop fort, etc. Donc là, on m'avait mis en lumière. Donc il faut que tu aies des moments où tu sois mis en lumière en entreprise. Et peut-être le dernier conseil, sur le départ. Ouais. Lorsque tu vas faire, je sais que c'est pas courant dans toutes les entreprises de mettre en place un pot de départ ou de marquer un temps pour dire que c'est la fin. Mais je te recommande fortement, si c'est pas le cas, d'en demander un, de proposer à tes collègues, ça vous dirait pour mon dernier jour que lors de la pause déjeuner, on reste un peu plus longtemps et on marque la fin de mon stage. Et si on te le propose, de pas oublier d'envoyer un mail de fin de stage. On ne dirait pas comme ça, mais ça peut t'ouvrir d'autres voies, d'autres accès en laissant tes coordonnées, parce que souvent, tu as le mail de l'entreprise et quand tu pars, tu n'as plus accès à tes mails, donc tes collègues ne peuvent plus te contacter, sauf s'ils ont LinkedIn, etc. Donc, oublie pas de faire ton mail de fin en disant en quoi tu as beaucoup appris durant ton stage et en mettant tes coordonnées, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, ton numéro de téléphone, ton adresse mail perso et LinkedIn, si tu as. Et peut-être, Luc, on avait pensé à un sujet de débat avec Luc sur l'entrepreneuriat. Oui, je vais te poser la question. Okay. Est-ce que selon toi, finalement, l'entrepreneuriat, ça peut être pour tout le monde? Parce qu'on a beaucoup cette idée sur les réseaux sociaux que pour être libre financièrement, géographiquement, c'est que l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu partages cette vision? Ou est-ce que tu es aussi dans la vision plus nuancée qui va dire que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et qu'en plus, on peut trouver sa liberté autrement? Je suis plus dans la vision nuancée. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas à la portée de tous. Je vais m'expliquer. Okay. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, on peut être entrepreneur et porteur de projet. Donc, être porteur de projet, que ce soit dans un but lucratif ou pas,
c'est pas forcément quelque chose où on va déclarer des statuts ou autres. Donc pour moi, c'est à la portée de tous. N'importe qui peut être porteur de projet, avoir un projet. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Pour moi, c'est les entrepreneurs qui sont freelance, auto-entrepreneurs. Et là, déjà, je trouve qu'il y a déjà un sort de... C'est déjà plus à la portée de tout le monde parce que ton succès en tant que freelance, auto-entrepreneur va dépendre aussi de la qualité de ton réseau et de tes clients. Toi, tu vas commencer, tu n'as pas de réseau, tu connais personne, bah, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te faire de l'argent en commençant que la personne qui, par exemple, j'ai une amie, elle est freelance pour un grand groupe dans le luxe, elle est restée en contact avec eux, ils ont décidé de poursuivre avec elle en freelance et ils lui payent 6K directement. Premier client, 6K. Elle commence en freelance comme ça. Donc, c'est pas déjà pour moi, être freelance ou auto-entrepreneur, c'est déjà moins à la portée de tous. Et pour finir, le dernier niveau, c'est vraiment l'entrepreneur qui crée sa société. Alors là, je trouve que vraiment, c'est carrément pour une élite parce qu'il faut avoir du temps et de l'argent pour faire ça. Du réseau. Du réseau, etc. Mais surtout le temps et l'argent. C'est vraiment quelque chose de... Avoir le temps d'être posé, de ne pas forcément se verser de salaire et de dépenser de l'argent comme ça pour monter une société. C'est un luxe énorme. Et ça, je suis désolée, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et Luc, qu'est-ce que tu en penses? Que toi aussi, tu penses que, premièrement, que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tous ou non? Et est-ce que c'est vraiment la meilleure voie pour gagner cette liberté géographique et financière? La meilleure, je ne sais pas parce que c'est pas une voie que j'ai déjà empruntée. Moi, à titre personnel, j'ai statut auto-entrepreneur, mais parce que j'exerce parce que je suis tuteur dans une entreprise qui a ce statut en place. Mais après, être entrepreneur à titre à plein temps, je sais que c'est pas la seule voie possible. Je sais que dans pas mal de métiers, on peut être amené à un moment donné à partir à l'étranger pour avoir une expérience professionnelle ou même, tu l'as dit, évoqué avant, tu as parlé des VIE. Voilà, donc il y a plein de façons de pouvoir changer géographiquement de place tout en préservant le même domaine d'activité. Et quant au fait de est-ce que c'est accessible à tout le monde, je pense que ça peut être plus ou moins en fonction des conditions effectivement et des ressources dont on dispose, donc le temps et les moyens financiers. Mais je pense qu'il y a des personnes pour qui ça sera forcément plus facile que pour d'autres en fonction de ces ressources-là. Donc, Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que vous avez à peu près tout dit. Je dirais juste peut-être que au niveau de l'entrepreneuriat, il y a aussi un autre fait, c'est que quand on parle de liberté financière et géographique, finalement, c'est avoir la liberté de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aime, ce qui nous rend épanouis. Et je pense qu'il y a certaines personnes, s'ils ont trouvé le métier où ils sont épanouis, ils n'ont pas besoin de trouver une autre voie pour l'être. C'est-à-dire qu'ils ont déjà cette liberté de je consacre mon temps et mon énergie sur ma vocation, sur mes passions. Donc, par exemple, les footballeurs ne sont pas entrepreneurs, mais je pense qu'ils ont cette liberté financière et géographique et ils font de leur métier, leur passion. Je pense à certains qui sont médecins. Tu parlais d'infirmières. Pour certaines infirmières ou infirmiers, c'est leur vocation, c'est leur passion. Ils ont envie d'aider les autres et ils ont cette possibilité de le faire avec leur temps. Et après, peut-être accessible, je dirais, il y a tous les freins que Prince a expliqué et que Luc a expliqué, mais il y a aussi la question de la personnalité. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Il faut avoir une personnalité quand même qui peut accepter que tu vas pas gagner de l'argent tout de suite, que peut-être faut que tu vises le long terme, parce que beaucoup de youtubeurs, je vais pas les citer, vont jouer sur le court terme en 3 mois tu vas devenir millionnaire ou tu vas gagner 30K par mois. Ils oublient les impôts, ils oublient les frais de lancement et en plus ça marche pas pour tout le monde tout de suite. Donc je pense qu'il faut quand même une personnalité qui accepte ce côté incertitude et il faut quand même une certaine maturité, je pense, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, mais moi je pense que c'est pas accessible à tous en tout cas, pour différentes raisons. Et voilà. Et j'aimerais ajouter, pour rebondir sur ce que tu viens de dire qui est intéressant, que c'est aussi un pari que tu prends. C'est un pari entre... je pense que les personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont prêtes à perdre. Elles sont prêtes à perdre, elles sont prêtes à gagner beaucoup et perdre beaucoup également pour s'investir. Je pense que, je suis pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais j'ose espérer que les gens qui sont dans ce milieu-là sont conscients des risques et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu comme un pari. C'est clair.
prendre le pari que ça puisse ne pas marcher ou que ça puisse au contraire décoller. Enfin, c'est tout ce qu'on souhaite. Souvent, c'est lié, hein, je pense. Le degré de risque il est lié au niveau de gain. C'est-à-dire que, Principal parlait des différents niveaux. Quand les investisseurs ils vont investir 1 million, 100 millions dans une startup, bah, ils ont conscience qu'ils peuvent échouer. C'est pour ça qu'ils vont investir dans un panel de startups pour limiter les risques et équilibrer les gains. Donc, tu as tout à fait raison. Donc là, on a quasiment fini l'interview. Donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la Princia qui avait 16 ans, avec le parcours que tu as eu maintenant? Ce que j'aimerais dire à la Princia qui avait 16 ans, c'est juste sois toi-même. Prends du temps. Ne fais pas il n'y a pas une course contre la montre. Ne sois pas pressé. Fais les choses étape par étape, petit à petit, et apprends et concentre-toi surtout sur toi. Arrête de regarder les autres. Concentre-toi véritablement sur toi, ce que toi tu es en capacité de faire, ce que toi tu aimes faire, et finalement sur ce pourquoi tu es là. Excellent. Je pense que c'est des très bons conseils pour nous tous. En tout cas, merci Princia d'être là. Merci à toi. D'avoir partagé tout ça. Merci Luc d'être là aussi. Merci beaucoup. Donc, merci à vous de nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes. N'oubliez pas, Me parle pas d'âge, c'est une émission pour qui l'ambition, c'est la boussole, la réussite, c'est la destination.